Ah oui, bon, d'une façon officielle, alors bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Laurent, bonjour, tu m'entends? Je pense pas. Laurent, tu m'entends? Je pense pas. Je vais essayer. Laurent? Ah, bonjour, est-ce que vous Ah, m'entendez? voilà. Bon. Oui, oui, tout le Parfait. monde. Oui, 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 parfait. Alors, on va bien commencer. Comme on a de personnes qui commencent aujourd'hui aussi, je vais proposer qu'on fasse un petit tour de table une nouvelle fois pour ceux et celles qui sont déjà dès la première réunion. C'est un peu embêtant de faire la présentation une nouvelle fois, mais c'est normal parce que c'est la constitution d'un groupe. Et donc, on a de personnes nouvelles. Et donc, je vais proposer qu'on fasse ce tour de table, puis après, on prend vraiment les discussions du groupe. Donc, qui veut se lancer en premier? Je veux bien me lancer, pas de problème. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Donc moi, je suis Laurent Delacre, donc je suis enseignant dans le secondaire supérieur. Je donne des cours de physique. Je suis maître de stage, justement, donc Gabriel est venu voir en classe. Et donc, je travaille de manière très différente en classe, parce que je fais une pédagogie très différenciée sur base d'un logiciel que j'ai créé et qui permet à chaque élève d'avancer à son rythme avec un plan de travail individualisé. Voilà, donc j'expérimente ça depuis 3 ans et je commence à avoir de très bons résultats d'élèves qui vont... les élèves anciennement largués le sont beaucoup moins, ils finissent par, pour une bonne partie, par réussir, et puis les élèves les plus forts vont beaucoup plus loin que si le cours était le même pour tout le monde en même temps, quoi. Voilà. Voilà, merci. Donc, j'ai invité Laurent de participer de la réunion avec nous parce que je pense, comment j'ai pu identifier dans sa méthodologie, dans sa didactique, plusieurs éléments pratiques de ce qu'on discute dans la théorie des champs conceptuels. Et donc, on aura du temps pour approfondir tout cela. Mais c'est avec un très grand plaisir que je compte parmi nous, Laurent. Et Merci. j'espère que aussi que ce sera bon pour toi aussi. La prochaine personne qui veut se lancer? Moi, je veux bien, Gabriel. Donc, moi, je suis Stéphanie Wilmet, je suis professeure de sciences et de chimie en secondaire. Et je suis aussi assistante d'enseignement à l'UC Louvain, un tiers-temps pour la physique et la chimie. Merci Stéphanie, merci. Vas-y. C'est moi. Oui, oui, vas-y. Bonjour tout le monde. Bienvenue Laurent. Donc, je suis Ayman Bouali. Je travaille en train de préparer une thèse avec Gabriel sous la direction de Gabriel et Audrey qui est de l'Université de Laval, pas présente avec nous aujourd'hui. Donc, je travaille en didactique de la physique, plus précisément sur les pratiques d'apprentissage en physique à l'aide des intelligences artificielles génératives. Mon cadre théorique principal est la théorie des champs conceptuels de Gérard Vernon. Voilà. Okay. Merci, merci Aimon. Je vois ici de côté, je ne sais pas Michel, si tu veux présenter. Oui, voilà, oui. Bonjour à tous, mais je m'appelle Michel, je suis au Brésil, je suis professeur universitaire de l'UFMG et maintenant on commence à essayer une collaboration avec Gabriel
Et là, vous voyez Gustavo, qui c'est mon élève de master. Et je travaille avec la formation des enseignants. Ici, je ne sais pas exactement les mots, on appelle formation des professeurs, mais je ne sais pas si c'est formation des professeurs ou des enseignants, enfin. Voilà. On parle bientôt d'enseignants, mais oui, vas-y. Gustavo, peut-être tu peux te présenter, si tu veux te présenter. Si tu es à l'aise de parler en français, n'hésitez pas, sinon tu peux parler Ok. en anglais, en portugais, espagnol, italien, chinois, on s'adapte. Japonais. Ah oui, pourquoi pas. Je m'appelle Gustavo. Je suis professeur de physique. J'ai poursuivi un master en sciences de l'éducation au FMIG. C'est ça. Voilà, bravo. Je vois ici maintenant Jean-Pi, peut-être. Eh bien, bonjour. Moi, je m'appelle Jumpy. Je fais mon master en enseignement des mathématiques. Gabriel est un de mes deux promoteurs pour ce master, pour mon mémoire. Voilà. Voilà, merci. Et Paloma. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Paloma, je suis brésilienne aussi. Je suis doctorant à l'Université fédérale d'Itajuba et professeur Gabriel est mon co-directeur de thèse. Et c'est ça. Voilà, merci, merci, merci. Oui, super. Alors, bon, c'est juste pour dire quelques mots sur l'organisation de groupe pour les personnes qui commencent aujourd'hui. Normalement, on fait une réunion par mois autour d'un texte. On a déjà lu 3 textes différents, je crois. Je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, on avait discuté de la possibilité de ne pas utiliser un texte, mais d'ouvrir la possibilité de faire une discussion beaucoup plus élargie sur les concepts de la théorie des champs conceptuels. Et donc, ce que je dis, parce que les 3 dernières réunions, j'ai pris beaucoup l'organisation et la présentation. Dans la toute première réunion, Emma a présenté le texte, mais puis après, je fais une présentation, j'ai répondu à quelques questions, etc. Mais pour donner un dynamisme beaucoup plus fort, j'ai proposé dans la dernière réunion d'utiliser cet horaire pour faire plus un débat autour des questions qui sont proposées pour chacune des participants du groupe. Aujourd'hui, à cause du congé en France, normalement, nous n'aurons pas la participation de Nadia, de Jeanne Guillet, qui sont deux professeurs des universités françaises et ses orientants aussi. Mais normalement, ce groupe participe de toutes les réunions. Et donc, pour la prochaine, on aura beaucoup plus de monde. Donc, normalement, les stratégies qu'on a choisi de faire aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de travailler autour des questions autour de la théorie des champs conceptuels, pas seulement sur les concepts de la théorie, mais de la méthodologie, des approches possibles, etc. Et donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de laisser la parole ouverte. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, je laisse la parole ouverte dans un premier temps, puis après, on peut organiser d'une façon différente. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier en proposant peut-être une question ou une thématique, quelque chose comme ça. Pas tout le monde même fois, sinon je n'entends pas.
Vas-y, Jean-Pierre, vas-y. Moi, j'ai un peu relu ce qu'on avait fait les précédentes réunions. Et j'ai notamment revu le graphique que tu avais fait, Gabriel, qui représentait les schèmes et les concepts, la représentation visuelle, euh, et les buts et les règles appartenant au schème sont forts du côté subjectif, du domaine subjectif. Et et je pense que j'ai pas super bien compris ce qu'étaient ces règles et ces buts, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de culturel dans ces buts et règles. Et donc je me demandais soit peut-être une petite réexplication des buts et des règles, et aussi quelle est la part de culturel euh, dans ces deux objets à l'intérieur du schéma. Voilà, je vais partager mon écran. C'est juste pour montrer ce schéma que tu as dit. Je pense que peut-être ce sera plus tranquille. Attends. Compartir. Vous voyez bien l'écran? Oui. OK. Donc, ici, c'est une unité d'analyse que j'utilise il y a déjà 15 ans, plus ou moins, pour faire mes recherches en conceptualisation. C'est juste pour dire que j'ai pris les formulations de Gérard Vergniaud, c'est l'auteur de la théorie des chocs conceptuels, pour deux grands concepts qui sont vraiment importants pour la théorie des champs conceptuels. À droite, on voit bien le concept. C'est un peu difficile de dire ça, c'est le concept de concept. Et donc, chez Gérard Vergniaud, on a un concept, il est un triplet formé par les situations, les représentations et les invariantes opératoires qui sont la partie plus épistémique, ce qu'on appelle de concept et théorème en acte. Et je dis que finalement, les concepts, ils ne sont pas quelque chose qui appartient à une seule personne. Les concepts, ils appartiennent à un domaine culturel, c'est-à-dire un concept, les concepts en général, ils sont partagés par un groupe de personnes. Ils ont vraiment du sens quand on pense à une espèce d'un partage. Et dans cette façon, c'est pas correct dans la théorie des chocs conceptuels de dire que j'ai un concept, mais je partage le concept, c'est peut-être le plus adéquat de dire dans la théorie des champs conceptuels. Et les concepts sont finalement les outils qu'on utilise pour proposer des solutions à des tâches, à des problèmes qui sont présentés à nous. Donc, d'autre côté, à gauche, on voit bien un domaine qui c'est plutôt subjectif, un domaine qui appartient aux êtres humains, qui appartient aux personnes. Et les concepts clés qui représentent cette subjectivité, on appelle schème. Et selon Gérard Vergniaud, ce n'est pas une construction originale de Gérard Vergniaud. Gérard Vergniaud a pris ses idées de Jean Piaget, qui a pris de Revaud d'Allonne. Bon, il y a toute une série d'évolutions à partir de la notion originale de schème, on compte. Mais chez Gérard Vergniaud, il dit que les schèmes, ils ont 4 grandes dimensions. Les possibilités de faire des inférences, les règles d'action qui dirigent l'action d'un sujet, les buts sont compris par le sujet comme quelque chose à faire dans une situation, et les invariantes opératoires aussi. Et donc, la première chose qui te dit, Jean-Pierre, je suis d'accord avec toi, c'est que quand on parle des buts
quand on parle de règles d'action, elles ne sont pas exclusivement subjectives. C'est-à-dire, l'identification de buts, de choses à faire dans une situation, a aussi un composant culturel. Et c'est pour ça que quand je fais cette unité d'analyse, je n'ai pas fait en fait une frontière entre les deux domaines. C'est une continuité. Il y a quelque chose de culturel dans les sujets, et il y a quelque chose de subjectif aussi dans la culture, c'est-à-dire la culture, elle est produite par les êtres humains, elle évolue à partir des interactions entre les êtres humains. Donc, c'est vraiment impossible de faire une séparation assez forte entre les deux. Normalement, on dit quand les jeunes, les bébés, ils sont homo sapiens, et c'est par l'interaction avec les autres qu'ils deviennent l'être humain vraiment. On se reconnaît comme un être humain par les interactions qu'on fait avec les autres. Et donc, à vrai dire, cette liaison assez forte entre ces deux domaines, à mon avis, elle est faite par les invariantes opératoires, qui sont vraiment, quand on parle des invariantes opératoires, on parle de deux grands domaines, les concepts et les théorèmes en acte. Et quand on parle des concepts en acte, ce sont des concepts que le sujet, que la personne pense qu'ils sont vraiment pertinentes pour résoudre une situation. Et les théorèmes en acte sont des relations qui sont construites entre les concepts et que la personne pense qu'ils sont vraiment corrects, qui sont vrais pour une classe de situation. Et donc, c'est vraiment à partir de cette identification, on essaie de créer des situations, des tâches, de problèmes à résoudre. Et quand on essaie de comprendre comment est-ce que chaque personne propose une solution, comment est-ce qu'elle résout une solution, une tâche, on peut interpréter l'utilisation d'un ou d'autres invariantes opératoires. Et donc, mais je suis pleinement d'accord avec toi et je pense que c'est une belle discussion qui, dans la composition d'un sujet, l'aspect culturel, il est bien présent. De même, dans la constitution d'une culture au sens large, la présence des êtres humains, des sujets, sont aussi très bien identifiés. OK? Donc, normalement, quand on parle d'un but qui appartient au schème, ce but, il est aussi partagé par un certain groupe de personnes. C'est-à-dire, c'est vraiment on est en classe, si on essaie de donner un exemple plus concret, si on est dans une classe, on a une activité, par exemple, expérimentale, on doit mesurer l'intensité du courant, la résistance, la différence des potentiels, mais on a des circuits qui sont vraiment différents, des circuits qui sont parfois difficiles à comprendre. Donc, il y a vraiment un but partagé avec les élèves, qui c'est la mesure, sais-je, la mesure d'un courant électrique ou l'identification de quelles sont les résistances en série, en parallèle, ou quelle est la modification dans l'intensité du courant, si je fais une modification de la résistance. Bon, on a plusieurs de tâches différentes. Et c'est le groupe qui va identifier le but. Et ensemble, ils vont proposer quelque chose. Ouais. Je me souviens, quand je suis allé à l'école Gerpine, l'école où Laurent travaille, et c'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, et si c'est possible, Laurent, de dire en quelques mots, je sais que c'est vraiment difficile parce que c'est quelque chose d'assez complexe dans l'organisation des cours. Elle est complexe et en même temps très réussite. Mais à un moment donné, il y avait une question autour de la gravitation universelle en classe
Et donc, on fait une petite réunion de quelques élèves qui ont un certain niveau de difficulté ou qui ont un niveau de compréhension autour de la notion de force d'attraction gravitationnelle. Donc, on fait un petit sous-groupe en classe à partir des buts qui sont des buts en commun. C'est la compréhension de la relation entre la force et la distance, la force et la masse, etc. Et c'est autour de ces buts de clarifier, de mieux comprendre ces relations que la tâche a été créée et la tâche a été résolue par l'ensemble, à l'aide, avec bien sûr l'aide d'un enseignant. Et donc, ce que j'imagine, c'est que bien sûr qu'on peut avoir des buts qui sont des buts individuels. Je veux faire quelque chose, mais même quand je parle sur un but, imaginons par exemple toi, Jean-Pierre développe une recherche de master sur l'utilisation de ressources pour les étudiants, pour les élèves aveugles. Comment est-ce qu'on enseigne les mathématiques et surtout la géométrie, trigonométrie pour les élèves qui ont des difficultés de vision, et soit de basse vision ou aveugle complètement. Et donc, quand on est, imaginons, quand tu as choisi ce sujet de recherche, c'était un but individuel, on peut dire. Il avait un problème, il avait une tâche à résoudre, qui c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Mais on peut aussi mettre cette but dans une sphère beaucoup plus élargie en disant que c'est pas seulement toi, mais ta préoccupation, ton but représente quelque part un but beaucoup plus général parce qu'on a des ASBL, on a des organisations qui ont la même préoccupation que toi. Et donc, normalement, même si on identifie à un moment donné un but comme quelque chose d'individuel, on a aussi, bien sûr, une organisation beaucoup plus élargie. On a une communauté qui partage ce genre de but. Ouais, je vois. Normalement, je parle beaucoup. Si je commence à parler beaucoup, je vous demande de dire arrête, ça suffit. OK? Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Je ne sais pas si c'est le cas. Si Laurent, si tu es à l'aise, je vais arrêter ma partage. Laurent, peut-être si tu peux, on n'avait pas combiné de faire ça, mais si tu peux peut-être dire en quelques mots, présenter en grande ligne ta méthodologie de travail qui me semble à la fois fort différente de tout ce qu'on voit normalement en classe. Et aussi, c'est un grand défi et c'est vraiment passionnant. Donc, je suis vraiment très content d'avoir parmi nous. Vas-y. Merci. Oui, bien sûr, je peux faire ça. Je cherchais comment partager mon écran, mais je ne sais pas trop où se trouvent les icônes pour ça. Je dois te donner... Attends. Je dois te donner l'autorisation. Voilà. Normalement, maintenant, tu peux le faire. D'accord, donc je dois avoir une icône quelque part, j'imagine, pour ça. Oui. Dans la partie supérieure, il y a un petit bouton partager. Je vois caméra, microphone partagé, oui, tout à fait. Okay. Voilà, OK. Voilà, je ne sais pas si vous voyez maintenant l'écran. Oui. OK, c'est On voit parfait. bien, merci. OK, mais donc le principe de mon cours, c'est de demander aux élèves au début de l'année de se définir un plan de travail. Donc vous voyez ici, vous avez une série de cases à cocher, alors je vais toutes les décocher. Comme ça, on a une idée de ce qui se passe pour l'élève. Donc là, l'élève, il s'inscrit à mon cours et puis il voit ceci. Et donc en fait, dans les différentes cases que vous avez là,
Eh bien, vous avez des redondances. Par exemple, la première, référencer les MERU, ben, elle se retrouve également dans la deuxième. Mais dans la deuxième, il y a aussi le principe des actions réciproques. En fait, l'idée, eh bien, ça va être que l'élève choisisse pour son année son propre plan de travail. Alors, chaque case va correspondre à une évaluation qui devra passer. Alors, tous les choix ne sont pas les mêmes, ne se valent pas, dans le sens que si je coche, par exemple, ici, je coche au hasard ici, voilà. En fait, vous voyez les petites barres en bas qui augmentent. Et en fait, ce que je veux, c'est que l'élève couvre la totalité des matières considérées comme essentielles pour l'année. C'était en fait pendant la période Covid, il y avait les conseillers pédagogiques qui ont défini dans le programme les parties qui étaient les plus importantes et qu'on devait absolument voir, puisque là, on n'avait pas moins de temps. Et en fait, j'ai repris ça. Et alors, je demande aux élèves de voir aussi une partie du reste de la matière, mais pas la totalité. Dans le sens que le programme de physique, surtout en 2 heures, comme celui que je vous montre là, est un programme relativement lourd qu'on a beaucoup de mal à boucler dans le cadre d'une pédagogie classique avec une classe. En tout cas, moi personnellement, les tensions induites que vous voyez là en bas, j'ai jamais réussi à les voir dans un cours traditionnel. Il y avait toujours un chapitre qui passait à la trappe, voire un et demi. Et donc, tant qu'à faire, bah alors je préférais que les élèves voient d'office tous les essentiels, mais qu'ils aient un peu de choix dans les non essentiels. Et certains élèves motivés veulent absolument tout prendre. Et là, dans les choix, ben, ils peuvent par exemple prendre ceci, vous voyez, je monte déjà un petit peu. Et on peut comme ça rajouter des choses. On peut rajouter les distances de freinage, les tensions induites. Et là, on a un programme encore plus lourd et on peut voir la totalité de la matière sur l'année. Et les élèves, en fait, ne travaillent pas les mêmes matières en même temps. Puisque certains vont prendre un plan de travail minimaliste parce que la physique, c'est pas leur truc ou ils ont peur de rater. Et puis d'autres veulent devenir ingénieurs, par exemple, et ils veulent absolument tout voir. Et donc, ça veut dire qu'ils vont travailler chacun leur rythme au cours de l'année. Alors, imaginons, l'élève a choisi ce plan de travail ici, donc qui est très costaud. Il descend en dessous et alors il voit pour chacune des matières l'intitulé du chapitre, ce que je lui demande de faire. Donc, il y a une série, par exemple, d'exercices à remettre. Il y a une série de médailles à gagner avec des quiz en ligne. Je vous montrerai après à quoi ça correspond. Et puis, alors, il y a une date qui est fixée. Par exemple, celle-ci a programmé au plus tard le 20 du 9. Donc, ça voudrait dire qu'avec ce programme-ci, la première interro devrait être passée avant le 20 septembre déjà. Et puis, ça va jusque fin mai, tout à la fin. Voilà, 29 mai, histoire que moi j'ai le temps de corriger les dernières interros pour préparer l'examen. Puisqu'en fait, l'examen sera aussi individualisé et en fait sera sur l'ensemble des modules, donc c'est-à-dire les cases qui ont été cochées, qui n'ont pas été réussis pendant l'année ou qui n'ont pas été passés du tout. Alors, je force les élèves à passer leurs interros avant les dates qui sont là, mais parfois il y a des élèves qui sont absents, qui perdent beaucoup d'heures, ou voilà, au genre ils sont malades au dernier cours, et donc justement pour la dernière interro, ils la passent pas. Et donc, ils l'ont d'office à l'examen. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de questionnaires différents à faire pendant l'année également à l'examen, mais j'ai créé un outil pour ça parce que sinon c'était impossible à organiser. Et donc j'ai créé un générateur en fait d'interro d'examen qui se base sur une banque de questions et qui s'arrange pour aller bien couvrir le chapitre, d'avoir toujours le même niveau de difficulté et d'avoir des questions de théorie, des questions d'application, des questions de transfert. Donc c'est vraiment un logiciel qui va aller piocher dans la banque de questions au hasard et il va faire une boucle jusqu'au moment où il arrive à concocter un questionnaire qui est bon à ce niveau-là. Donc ça, c'est la part d'outils que j'ai créé pour le prof pour permettre justement d'arriver à ça. Alors, les élèves en classe, ils vont mettre par module. Voilà. Voilà, on a une idée d'un module, par exemple. Ici, c'est les ondes mécaniques progressives, ça c'est la 6e. Et donc, on voit ici toute une série d'objets d'apprentissage. On les voit ici en vert et en gris, ça c'est les objets d'apprentissage du chapitre. Longueur d'onde, célérité, onde dans un ressort, réflexion au bout de celui-ci, etc. Et vous avez les flèches qui correspondent aux prérequis. Donc, c'est-à-dire que je dis à l'élève de voir ceci, donc les ondes et les ondes transversales, avant de voir la longueur d'onde et la célérité, parce que je réutilise une série de concepts qui ont été vus. Donc, il y a un ordre de travail là-dedans. En tout cas, plusieurs ordres possibles. Tout ce qu'il faut, c'est suivre les flèches, pas commencer par exemple par celui-ci si on n'a pas vu ce qui est avant. Donc l'élève a des choix. Ça, c'est un des facteurs de motivation importants, c'est de laisser des choix aux élèves parce que sinon ils ont l'impression qu'on les contrôle et ils perdent une part de leur motivation. Donc voilà, donc ça, je leur permets ça comme ça. Et donc ils peuvent étudier la matière un petit peu plus dans l'ordre qu'ils veulent, un petit peu plus à leur rythme. Et alors ils peuvent travailler
avec des quiz en ligne. Par exemple, si je clique sur cet objet d'apprentissage, je vais avoir une série de ressources que l'élève pourra aller voir. Il y a un fichier PDF avec la théorie, il y a des exercices, il y a des vidéos YouTube, il y a une animation en ligne, et puis il y a des quiz en ligne. Donc, si je clique là-dessus, j'ai un quiz qui démarre. Voilà, et donc là, je peux répondre aux différentes questions. Là, il y a des choix multiples, mais il y a aussi certaines questions. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ah, voilà. Hop, certaines questions qui seront des questions chiffrées, comme ce qu'on peut voir là, avec des graphes qui vont se créer à la volée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand l'élève se plante, répond à la mauvaise question, il y a un commentaire. Donc moi, dans ma banque de questions de quiz, j'ai mis des commentaires en fonction des différentes réponses que l'élève peut donner pour qu'il ait un feedback immédiat, parce que ça, c'est aussi un point important et qui n'est pas assez présent dans notre enseignement, c'est que les élèves n'ont pas beaucoup de feedback immédiat. Donc ils suivent, ils écoutent le prof, ils font des exercices, ils ont la correction au tableau au cours suivant, ce qui est beaucoup trop tard parce qu'en fait, ils ont juste retenu leur réponse à eux et ils écoutent d'une demi-oreille la correction au tableau, mais en fait, ils ne se corrigent pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils puissent se corriger immédiatement et donc, d'une certaine manière, avoir ce feedback immédiat, soit du prof, soit ici, quand ils font des quiz en ligne de la part du logiciel. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect apprentissage et pour l'aspect évaluation, donc qui va avec. Voilà, bon, il y a énormément de choses que je pourrais dire, hein, donc ici en 5 minutes, j'ai donné plus ou moins l'idée. Alors ce que je peux faire, c'est aller rechercher dans mon ordinateur. Hop. Il y avait la dernière formation que j'ai donnée, parce qu'en fait je suis aussi formateur pour les profs. Et là-dedans, il y avait une idée, par exemple, de la classe. Là, ici, on voit mon stagiaire, justement, qui se trouve ici. Et donc, on voit des élèves qui travaillent par eux-mêmes ici. Ils travaillent sur papier. Ils ont des dossiers pour chaque module aussi. Ces élèves-là sont en train de passer une interro. Et ces élèves-là sont en train de suivre une explication de la part du prof ou ici, du stagiaire. Et donc, en fait, c'est l'idée vraiment de la classe flexible. C'est-à-dire que les élèves qui veulent m'écouter vont m'écouter sur le sujet qu'ils auront choisi. Ça veut dire que moi, je dois maîtriser la matière de toute l'année. Je dois pouvoir donner n'importe quel cours à la volée, mais après 20 ans d'enseignement, c'est plus facile pour moi. Et puis, je permets à tous les élèves qui n'ont pas envie de m'écouter de travailler là où ils en sont. Donc, en fait, ça diminue très fort les problèmes de discipline parce que les élèves ne s'ennuient pas, parce qu'ils ont toujours quelque chose à faire. Ils vont jamais être largués et donc perturber le cours parce que de toute façon ils se sentent largués et que ça sert à rien d'écouter, ou alors parce qu'ils sont trop forts, qu'ils ont compris depuis 10 minutes, mais que le prof continue de répéter la même chose pour ceux qui sont plus faibles. Donc voilà, donc ça, et alors pour les interros, les élèves passent les interros un peu plus au moment qui les arrange, avec une limite de temps, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils peuvent la passer n'importe quand avant. Donc certains élèves ont fini leur programme bien avant la fin de l'année. Cette année-ci, j'ai pas le cas, mais l'année passée, j'avais un élève qui avait terminé au mois de mars. Et donc, en fait, il était dispensé de son examen au mois de mars parce qu'il avait tout vu déjà. C'était un doubleur, en fait. Donc, il n'avait plus besoin de tout revoir à fond puisqu'il avait déjà vu une partie l'année d'avant. Et là, il a aidé les autres élèves pendant la fin de l'année. Il a carrément pris, à un moment donné, un livre niveau première bac dans physique parce que ça l'intéressait. Et puis, parfois, il travaillait sur un autre cours. Mais voilà, il perturbait pas le cours. Il avait déjà rempli le contrat, donc c'était bon, quoi. Voilà. Et donc, la classe flexible, c'est vraiment, je parle à ceux qui ont envie de m'écouter. Ceux qui veulent pas m'écouter, ils travaillent. La seule condition, c'est que tout le monde travaille. Ça, on n'a pas le choix. Mais voilà. Et donc, on peut faire comme ça plein de choses différentes en même temps. Et alors, je vais terminer avec une petite vidéo de quelques secondes. Là, c'est la tête de sa tête. Bon, je parle du début de l'année. Et voilà. Et là, on fait le tour de la classe. Donc, on voit les élèves qui font une expérience. Ceux-là sont en train de travailler sur papier. Ceux-là sont sur ordinateur. Voilà, il n'y a rien sur leur écran, je les ai surpris, ils ont été bloqués quand je suis passé. Voilà, là j'ai un autre élève qui travaille sur papier. On ne voit pas, pardon. Laurent, on ne voit pas D'accord, attendez. l'écran qu'on voit en fait sur le schéma avec le prérequis. Ah oui, ok. Alors je vais arrêter le partage là. Et alors je vais partager. Comment faire? Une fenêtre alors. Bon, je vais mettre tout l'écran parce que sinon il n'a pas l'air de vouloir. Il n'a pas l'air de vouloir partager tout l'écran. Donc, je suis désolé. Je ne peux pas vous montrer la vidéo. Voilà. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai expliqué là. Je pense avoir fait plus ou moins le tour de... il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais on a quelques idées de base, en tout cas, avec ce que j'ai dit là. Donc, si vous avez des questions, Stéphanie, vas-y.
Oui, ben oui, moi je suis aussi professeure en secondaire Mhm. et je me demandais comment tu faisais pour la continuité des cours. Parce que si tu dis que c'est à la demande, comment Mhm. voir tout un chapitre et tu le fais pas? Enfin voilà. Donc, continuité par rapport aux autres années ou alors Non, non, entre non. les élèves? Au sein d'une séquence, imagine que tu vois le MRU, tu vois que certaines parties, on voit tout le Mhm. chapitre. Ok, donc en fait, les élèves peuvent voir par eux-mêmes la matière. Donc certains Ouais. élèves ne me demandent aucune explication. Alors en général, au début, quand je les récupère, ils demandent beaucoup d'explications. Et progressivement, en fait, ils en demandent de moins en moins. Et quand je les ai une deuxième fois en sixième, j'ai une bonne partie de la classe en fait qui ne veut plus que je leur explique. En fait, ils lisent par eux-mêmes le cours, ils regardent les ressources que je leur donne en ligne, et alors ils me posent des questions. Donc là, j'ai plus une attitude de coach par rapport à eux. Je suis là pour les aider dans les exercices où ils ont du mal, ou alors des points théoriques qu'ils n'ont pas compris, ou alors des parties expérimentales, parce qu'il y a des expériences qui sont plus en démonstration, hein, d'autres qui sont plus sur base d'une fiche individuelle. Donc voilà, donc je suis plus la personne ressource alors qui passe d'un banc à l'autre, et j'organise la classe. Donc c'est clair que si j'en ai 25 devant moi, je ne vais pas pouvoir courir entre chacun pour répondre à toutes les questions. Mais alors, dans ce moment-là, j'organise, c'est-à-dire que je vois deux élèves qui travaillent sur la même chose. Je dis, bah, tiens, toi, je pense que tu as compris cette partie, est-ce que tu peux lui expliquer? Ou alors, je viens de l'expliquer, cette matière-là, justement, à ton voisin. Voilà, est-ce que tu peux maintenant lui expliquer à Mhm. ton tour? Donc voilà, c'est plus une organisation alors du travail de la classe, et alors des réponses aux questions, et alors des explications en petits groupes, voire en grands groupes, hein, des séances de base que je vois 1 heure par semaine. Il y a beaucoup plus d'explications en grands groupes parce que c'est comme ça. Ils sont plus tous au même niveau généralement et puis c'est plus facile. Donc c'est vraiment l'idée d'être hyper flexible. Donc le terme classe flexible, je trouve, fonctionne assez bien pour dire que je m'adapte en fait au groupe selon les besoins que j'ai en face de moi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Emma, vas-y. Merci, Laurent, pour cette explication. J'ai une question à poser à vous deux, Gabriel, Laurent. Oui, Là, je vois beaucoup de pédagogie. oui. Et comment maintenant voir la partie didactique, c'est-à-dire comment on peut améliorer peut-être s'il y a une marche à améliorer la partie Mhm. didactique, c'est-à-dire la relation avec l'enseignant et le savoir, Mhm. en, puisque moi je m'intéresse à l'intelligence artificielle et je Mhm. cherche un petit peu comment Mhm. intégrer l'intelligence artificielle, par exemple, générative, Mhm. dans la didactique de cet enseignement. Mhm. Ok, c'est une question qui m'intéresse aussi, effectivement. J'ai des élèves qui utilisent les IA en classe, donc je leur autorise de les utiliser. Alors, ils utilisent certains logiciels qu'ils ont trouvés eux-mêmes, hein. Il y en a un qui m'a parlé de Gizmo, par exemple. J'en ai qui utilisent ChatGPT. J'essaie de les envoyer plus vers une IA européenne pour des raisons de respect de la vie privée. Mais voilà, ils l'utilisent en classe, parfois pas toujours bien. Donc, c'est vrai qu'il y a un apprentissage à faire et là qui est interdisciplinaire, qui n'est pas que pour moi, hein, c'est pour tous les cours où il y a un apprentissage dont on doit leur apprendre à dompter ce nouvel outil. Ça, c'est évident. Voilà, mais je n'ai pas intégré d'IA à mon logiciel. euh, voilà, parce que je ne suis pas encore prêt à faire ça, et puis aussi pour des raisons financières, parce que le logiciel est juste subsidié par mon école, mais dès qu'on mène une IA, ça commence à coûter beaucoup plus cher aussi. Donc voilà, donc il y a un tout petit peu, mais pour aider les profs dans la création de ressources, mais pas pour les élèves, parce que sinon il y aurait beaucoup trop de requêtes à faire chaque mois, quoi. Voilà. Mais donc oui, là, je suis ouvert aux idées, mais par rapport à l'IA, je n'ai pas encore grand-chose de mis en place à ce niveau-là. Ce que je me permets peut-être de dire, si je dis des bêtises, n'hésitez pas, Laurent, de me dire, de faire un petit commentaire. Mais ce que je vois en fait 2 points. Bon, je vois plusieurs points, mais 2 points au niveau de la recherche qui me semblent assez importantes. Le premier, Mhm. c'est du point de vue de l'apprenant, du point de vue de l'élève. Mhm. Et par exemple, on voit bien quels sont les changements
dans les pratiques d'apprentissage, c'est comme dit Aimon, quels sont les changements dans la manière dont on apprend. Ce n'est pas pour mesurer s'ils apprennent plus ou moins, mais quelles sont les possibilités d'apprentissage qui sont ouvertes quand on fait une pédagogie ou une approche didactique différente. Donc, comment est-ce qu'on peut établir le rapport avec le savoir entre les élèves et le savoir lui-même? Donc, c'est une question qui me semble assez intéressante. Et dans ce cas, l'introduction peut-être du point de vue de la recherche, aussi des intelligences artificielles, comme une nouvelle possibilité d'interaction, nouvelle possibilité de sources, et semble quelque chose d'assez intéressant de faire. C'est un volet assez intéressant de la recherche, et dans ce cas, la théorie des champs conceptuels, elle nous permet de concevoir des dispositifs de recherche assez intéressants. Par exemple, Laurent, quand tu as présenté le schéma de prérequis, etc., c'est exactement ce qu'on peut dire, la relation entre les concepts, qui c'est exactement l'idée des champs conceptuels, l'idée première des champs conceptuels, qui c'est exactement une trame de concepts reliés les uns les autres, qui ont certains types de relations entre les concepts. Et on voit bien cette organisation dans le schéma. Bon, c'est un côté. Du côté de la formation des enseignants, je vois aussi de nouvelles possibilités de recherche, de dire par exemple un groupe d'étudiants qui sont des enseignants en formation, quelles sont les possibilités d'adaptation de pratiques enseignantes, des approches didactiques, et à partir d'une méthodologie comme celle que tu as développée, que tu as fait très bien en classe. Donc, je pense qu'on peut avoir un double regard sur ces genres de pratiques, de nouveautés, je dirais, didactiques, du point de vue de l'apprenant, du point de vue de l'enseignant. Et dans les deux cas, à partir de cette idée, par exemple, de chercher, de trouver, soit dans les apprenants, soit dans des enseignants en formation, quelles sont les invariantes opératoires, quels sont les concepts qui sont tenus pertinentes par les apprenants, par exemple, et comment est-ce qu'ils modifient leur préconception vers une construction conceptuelle beaucoup plus proche, je dirais, des concepts scientifiques. Donc, c'est comme si on pourrait suivre la trajectoire d'apprentissage à partir de ce type d'interactions qui sont faites, soit entre les élèves en classe, parce que une chose qui me semble assez importante, assez intéressante de cette pédagogie, c'est qu'elle permet que les élèves discutent entre eux à partir de centres d'intérêt commun. Et cela est vraiment une chose intéressante parce que on fait en fait plusieurs des classes différentes dans la même classe, dans le même ambiance. Et cela, elle n'est pas quelque chose de forcé, quelque chose qui existe par soi, mais c'est à partir des centres communs d'intérêt, soit des questions qui sont communes, soit de mauvaises compréhensions communes. Donc, c'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup de savoir les statuts des apprentissages à partir de ce genre d'approche didactique. Je pense que si on rajoute un élément lié, par exemple, venu de la psychologie cognitive, comme la théorie des champs conceptuels, pour essayer de comprendre
ces nuances différentes, ces types différents d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui, en essayant de répondre aussi, et moi, on a cette double possibilité de regard. On peut construire un projet pour les apprentissages des élèves, pour la construction d'une identité professionnelle des enseignants différenciée à partir d'un modèle différent d'enseigner et d'apprendre. Et dans ces cas, si je me permets, je ne sais pas si c'est quelque chose seulement dans ma tête, mais l'expérience vécue aussi par Michel dans le FMIG au Brésil pour la construction des laboratoires d'apprentissage, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est aussi une activité innovante et qui montre que finalement, nous n'avons pas seulement une seule façon d'enseigner, une seule façon d'apprendre, et cette pluralité d'approches, de différentes possibilités, permet d'attendre une quantité beaucoup plus importante des profils d'apprentissage. Et cela est vraiment important. Voilà. Je ne sais pas, Michel, si tu veux parler quelque chose en quelques mots aussi sur ton expérience, etc. Donc, c'est aussi important Oui, pour bien nous. sûr. Vas-y. Alors, je ne sais pas si j'ai bien exactement compris ce que Laurent nous a dit, mais l'expérience que j'essaie de faire ici, c'est d'un côté, parce que comme je travaille avec la formation d'enseignant initiale d'enseignants de physique, donc l'idée, et en même temps, on sommes dans une discipline qui c'est la première discipline des fondements de mécanique, qu'on appelle ici physique 1, la traditionnelle physique 1 qu'on a à la fac. Donc, l'idée, c'est d'essayer qu'au moment qu'ils apprennent la physique, d'une manière alternative, que c'est pas la traditionnelle qu'on appelle, qui je vais sur les tableaux et je donne des cours, c'est pas ça que je fais, mais sinon de passer plusieurs activités qu'ils ont développées un groupe de 3 personnes. Alors, ça dépend normalement du niveau de chaque élève. Et en même temps, pendant que dans la formation initiale des professeurs, c'est une méthodologie différente qu'ils peuvent après appliquer dans son cours, qui peuvent essayer de donner d'autres possibilités d'enseigner la physique, qui pas seulement aller au tableau et faire un cours traditionnel. Voilà, donc c'est plus ou moins dans ce sens on essaye de faire ici. Voilà, pas complètement ce que je voulais faire. Ah oui, et d'autres choses qui c'est aussi important, c'est que dans les cours de physique, normalement, on a les cours théoriques et les cours expérimentaux. Donc, on essaye de faire les deux en même temps. Parce que les disciplines expérimentales ici, comme Gabriel a bien connu, c'est pas forcément en même temps, tu vois le cours expérimental, la même chose que tu vois dans la théorie, c'est pas comme ça, mais on essaye de faire ça. Donc, le premier module, c'était cinématique, par exemple, on fait une expérience de même sujet. Voilà, et donc on fait comme ça chaque module. Je sais pas si c'était clair, mais enfin, j'essayais de donner une idée. Oui, c'est clair, merci. Bon, je pense qu'on a des différentes approches, des différents buts d'enseignement, différents niveaux d'enseignement, bien sûr, soit pour le secondaire, soit pour l'université. Mais cette idée de travailler différemment, de travailler à partir de balises différentes, ça me semble un point commun. Et du côté du groupe de recherche de Racine, c'est notamment un groupe de recherche, cela nous permet de poser plusieurs questions par rapport au processus de conceptualisation. Quand est-ce qu'on voit la conceptualisation, la construction des concepts? Quelles sont les voies par lesquelles on peut construire des concepts scientifiques? Et surtout,
parce que c'est le domaine beaucoup plus proche de nous ici dans le groupe. Comment est-ce que la théorie des champs conceptuels, c'est la théorie décrite et créée par Gérard Vergniaud, peut nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en classe, qu'est-ce qui se passe dans le processus d'apprentissage. Donc, je pense que c'est notre défi. Le groupe est vraiment très jeune encore, mais l'idée de poser des bonnes questions par rapport soit à ces genres de méthodologies différentes, en faisant la comparaison avec les méthodologies plus traditionnelles, en essayant de trouver des points d'ancrage qui nous permettent de dire, voilà, si je fais telle méthodologie, alors il y a une possibilité de construction conceptuelle de telle manière. Si je fais autrement, donc quelles sont les autres possibilités? Mais surtout de donner une base théorique à partir de la théorie, c'est une théorie à la fois didactique et psychologique, qui nous permet de répondre et de donner un retour pour les enseignants, pourquoi pas les pères d'élèves, les élèves, et pour soutenir plusieurs d'approches didactiques différentes. Donc, oui, Michel? Alors, est-ce que tu peux m'envoyer de textes sur Veno parce que je connais pas grand-chose Oui, voilà, bien donc sûr, peut-être c'est bien mieux sûr. de maîtriser et d'être en contact avec la théorie. Oui, bien s'il sûr, te plaît. bien sûr. Bien Merci. sûr. C'est dans ma liste to-do de créer un site où je veux essayer de mettre tous les textes qu'on discute ici. Mais ce que je peux dire d'emblée, je veux mettre sur le chat Gérard-Vergniaud.org. Attention, je vais vérifier si l'adresse est bien celui-ci. Oui, donc dans ce site, gérardvergniaud.org, on peut trouver tous les textes qui ont été écrits par Gérard Vergniaud, soit des articles scientifiques, ou même transcriptions de conférences qu'il a données. Et il y a une organisation par sujet. Donc, si tu veux, les fondements de la théorie des champs conceptuels, on trouve bien quelques textes. Une analyse sur les pratiques enseignantes, on trouve bien des textes. Donc, c'est bien complet. Et pour nous, c'est la principale référence pour les textes originaux de Vergniaud. Bien sûr que je vais essayer de faire aussi ce site où je vais déposer des contributions des autres personnes parce que finalement, la théorie du champ conceptuel, elle a pris une ampleur beaucoup plus importante que seulement les travaux de Gérard Vergniaud, bien sûr. Il a inauguré, il a créé la théorie, bien sûr, mais il y a pas mal de gens autour du monde qui essaient de pousser, soit dans l'aspect de la contextualisation, soit dans l'aspect de la didactique professionnelle. On a plusieurs des branches différentes dont l'origine a été la théorie originale de Gérard Vergniaud. Mais ce site donne déjà une bonne idée d'ensemble. OK? Merci. Voilà. Il y a d'autres questions. Normalement, je parle beaucoup, donc si je commence à parler, n'hésitez pas de dire oui, arrête. Vas-y, Stéphanie. Oui, moi j'ai encore une question pour Laurent. Est-ce que quand tu présentes ta méthodologie, les élèves ne sont pas surpris, étonnés et n'ont pas un peu peur de ne pas faire comme d'habitude? Alors, il y a une au premier cours, en fait, je commence par leur expliquer les différentes manières d'apprendre. Je me base sur une méta-analyse qui a été faite vraiment sur beaucoup d'étudiants dans le monde pour leur expliquer voilà, que certaines manières d'apprendre, genre lire passivement un texte, écouter passivement un prof, ça fait partie des choses les moins efficaces. Et puis, je montre sur mon écran les parties qui sont les manières d'apprendre les plus efficaces. Et je leur dis, voilà, pour vous permettre d'apprendre de ces manières-là, il va falloir que je change des choses.
Parce que si je vous parle pendant 30 minutes et puis que vous fassiez des exercices, vous allez rester globalement dans les parties les moins efficaces. Et donc, c'est là que je leur dis, mais donc je vais, dans ma manière de donner cours, vous aider à être plus efficace. Et puis ensuite, je leur parle des facteurs de motivation que sont le sentiment de contrôlabilité, le sentiment de réussite, le besoin de sens. Et puis, je rajoute à ça le besoin de lien social. Et puis, je leur dis, ben voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est ça qui va faire que vous vous sentez plus motivé? Et il dit jamais non. Et il dit, ben voilà, ben alors du coup, ma manière de fonctionner, ça va être celle-ci. Et puis alors, je les rassure bien sur le fait que je continuerai de leur donner toutes les explications qu'ils demandent, mais seulement que je le ferai que s'ils le demandent. Et donc, je ne donnerai pas cours de manière obligatoire s'ils ne le souhaitent pas. Alors, au début, systématiquement, le premier chapitre, je donne un cours parce que c'est ce qui est le plus naturel pour eux, mais progressivement, je leur apprends à être autonomes et je lâche la bride de plus en plus jusqu'au moment où ils sont vraiment autonomes, quoi. Enfin, en tout cas, j'essaie qu'ils le soient, hein. C'est loin d'être parfait et je fais ça que depuis 3 ans avec beaucoup de balbutiements au début. Donc, voilà, mais je commence à être un petit peu plus musclé pour arriver à gérer le groupe de cette manière-là. Et ça marche assez bien dans la majorité des groupes. Ici, j'ai eu un groupe cette année-ci où c'était plus compliqué. C'est des groupes de technique sport en 5e, où là, j'ai pas encore trouvé la recette magique. Je pense que là, maintenant, j'ai trouvé une technique qui est celle des synthèses visuelles, qui a l'air de bien marcher pour eux, pour la mémorisation en classe, parce qu'ils n'étudient pas à la maison. Voilà, mais c'est vraiment des choses à tester. Un groupe n'est pas l'autre, et dans certains groupes, ça va aller tout seul, dans d'autres, pas du tout. Donc, c'est vraiment, il faut être hyper flexible et avoir effectivement toute une série d'outils à disposition pour arriver à sortir les bons outils aux bons élèves, quoi. Voilà, mais généralement, non, ils ne se plaignent pas, hein. Surtout le fait que je leur laisse du choix, ils ne vont pas se plaindre du fait que je leur laisse de la liberté. Et ceux qui ont peur de cette liberté, je leur donne un choix par défaut. Et je leur dis, si vous ne voulez pas choisir, prenez ça. Tu les guides un peu Ils ont dans aussi la liberté de ne pas choisir. Oui. Ben, c'est bien. Oui, une espèce, j'ose, de faire une petite lecture à partir de la théorie du champ conceptuel qui marque une forte différence entre ces types de méthodologies et la méthodologie que je vais appeler des traditionnels, manque d'un mot beaucoup plus adéquat. Normalement, quand on est devant une classe et on donne un cours ex cathedra, on fait une petite exposition du contenu, on fait des exercices, etc., on n'a pas beaucoup d'occasions de permettre les élèves d'entraîner la partie but et règles d'action de schème. Si on pense un schème comme quatre composantes, donc les inférences, les buts, les règles d'action et les invariantes opératoires, on parle beaucoup sur les invariantes opératoires, c'est-à-dire on parle beaucoup sur même un prof dans un cours traditionnel, il parle beaucoup sur un concept. Attention, vous pensez que la force est la même chose que la vitesse, mais ce n'est pas le cas. Attention, et on explique, on réexplique, on fait des exercices d'application. Pour quelques types d'exercices, on donne l'occasion d'entraîner la capacité d'inférence. Alors, si je change la résistance, qu'est-ce que va... Voilà. Mais on ne donne pas beaucoup d'opportunités pour tester les règles d'action internes. Qu'est-ce que je pense qui va occurrir? Quelles sont les choses? Jusqu'à quel point je dois répéter ce processus, etc. Et pour ce genre de méthodologie développée par Laurent, c'est un ressenti de moi. Je ne suis pas certain, et c'est pour cela que je pense que ça vaut la peine d'aller sur le terrain, de tester, de construire des bonnes questions de recherche autour de cette méthodologie. Les élèves, comme ils sont plus autonomes, c'est quoi vraiment l'autonomie? C'est la capacité de jongler avec les règles d'action propres, de construire ses propres règles d'action à partir de sa propre capacité, de ses besoins, de ses envies. Et donc, quand ils testent, ils ne sont pas censurés, s'il n'y a pas ce blocage
ils sont capables de mettre en pratique la construction propre de règles. Et cela a pas seulement un effet sur l'apprentissage, mais aussi sur la construction d'un sujet beaucoup plus autonome, qui c'est vraiment important, un citoyen qui a la capacité de faire ce propre type de construire ses règles, de tester, etc. Et donc, à mon avis, il y a quelque chose qui ça vaut la peine vraiment de chercher, de rechercher, d'aller sur le terrain et de vérifier ces petites différences d'utilisation de schèmes, en disant de schèmes de Gérard Vergniaud. Mais c'est quelque chose, c'est une hypothèse, hein. Je ne suis pas certain, mais peut-être c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment intéressant. Ce n'est pas pour comparer les élèves en disant qu'un élève qui a suivi cette méthodologie, il est meilleur que l'autre. Ce n'est pas le cas. Mais c'est juste pour mettre la lumière sur les différences de formation. Cela est vraiment important et je pense que c'est quelque chose que la recherche en didactique doit vraiment répondre à ce genre de questions. Oui, et moi je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi très fort, ben aussi parce que je vois les deux côtés, puisque je suis enseignant, donc je vois mes élèves, mais je suis aussi formateur à un 5e temps, donc je vois beaucoup de collègues d'autres écoles, certains super intéressés, d'autres qui présentent d'énormes résistances à un fonctionnement différent de celui qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Et donc moi ça m'intéresse aussi d'avoir effectivement des bases solides et des études qui vont soit me dire que je me trompe et que je dois faire autrement, soit dire justement que j'ai intérêt à persister dans ce sens-là parce qu'il y a tel et tel bienfait pour les élèves, parce que c'est les élèves, hein, l'objectif c'est eux avant tout. Alors il y a le bien-être au travail du prof, parce que c'est très important aussi, si on veut avoir une adhésion plus importante, que le prof il trouve son compte, ça c'est clair aussi. Mais voilà, mais c'est clairement, moi mes premiers clients c'est les élèves, quoi, clairement. Et si je vois que chez eux il y a une réelle meilleure compréhension, voilà, de meilleurs résultats, ce qui est toujours très compliqué de voir si les résultats sont meilleurs, parce que je suis jugé maître, hein, dans l'histoire, donc c'est très compliqué avec mes propres interros d'être totalement objectif par rapport à ça. Mais donc moi ça m'intéresse clairement de voir ce qui peut changer et d'avoir une étude rigoureuse là derrière, hein. Aussi pour pouvoir le dire après aux profs que ça a été testé rigoureusement et que les résultats sont ceux-là, quoi. Merci. Voilà. Et merci à toi. Stéphanie? Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que dans cette méthodologie-là, il y a aussi le droit à l'erreur qui est plus facile pour les élèves, je pense. Du fait que tu proposes des quiz, des exercices, etc., c'est pas grave s'ils se trompent, et donc ils essayent davantage, et à mon avis, les résultats sont meilleurs. Alors effectivement, c'est une grosse difficulté qu'on a dans le monde dans l'enseignement, c'est qu'on a très peur d'abord d'ouvrir sa classe pour que les collègues viennent voir, et très peur du jugement. Voilà, ici, en fait, Stéphanie, je ne sais pas si tu connais School Up, la SBL qui forme les écoles. Voilà, il y a quelque chose de très intéressant dans cette ASBL dans laquelle je suis, c'est que tous les formateurs doivent se faire filmer en classe, et il y a des échanges justement au sein de la SBL pour échanger les bonnes pratiques, pour essayer de s'améliorer chacun mutuellement. Et là, on a 5-6 profs dans le groupe de base, et puis on a 60 compagnons profs derrière qui sont venus se former au mois d'août et qui ont formé avec nous toute l'année, et qui eux aussi doivent se filmer en classe, montrer leurs outils. Et donc on est en train de créer une grosse communauté de profs qui veulent différencier, qui différencient en classe parce que c'est la condition, pas spécialement avec mon site, mais avec toute une série d'autres outils qui vont dans le même sens et qui échangent leurs pratiques. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là aussi, mais c'est clair que c'est un gros frein, hein, cette peur du jugement chez les profs, et j'espère que ça pourra progressivement un petit peu s'améliorer. D'autres commentaires? Oui. Est-ce que je peux demander, par rapport à ce que tu as dit, j'ai beaucoup de difficultés de répondre, parce que je ne suis pas sûre que, bon,
au moment que j'essaye de faire une méthodologie différente, j'essaye de développer aussi pas seulement la connaissance de la physique, mais aussi d'autres types d'autonomie. Mais je ne suis pas du tout sûre que si j'essaye de faire ça, ils, comme élèves, ont la condition de former sa propre règle ou de but, c'est un peu évident peut-être. Voilà. Mais quelles sont les règles qu'ils doivent développer pour atteindre les buts? J'ai aucune idée comment je peux voir ça. Vraiment. Parce que je crois que peut-être soit parce qu'ils sont au premier semestre, soit parce que je suis encore initiante dans cette initiative différente, soit parce que, voilà, tu vois, plusieurs choses que j'ai aucune idée comment je peux mesurer, si je peux mesurer comme ça, comment je peux voir ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si Gustave peut dire quelque chose parce qu'il est toujours avec moi dans cette initiative. Voilà. Qu'est-ce que tu crois, Gustave? O que eu penso sobre se eles conseguem fazer umas regras próprias a partir do ensino de fundamentos de mecânica, você fala? Então, Il a posé, peut-être, tu parles un peu et on fait une petite traduction peut-être pour les autres. OK, voilà. Il a posé seulement une question de clarification sur qu'est-ce que vraiment a dit Michel. Vas-y. Então, sobre essas regras internas que eles podem produzir, assim, eu acho que eu fico pensando um pouco com a teoria Torride, né, que tem algumas proximidades com os campos conceituais de Verneau, e eu penso que vai um pouco no início da reunião que a gente estava falando sobre o domínio subjetivo. Como o domínio subjetivo ele é compartilhado. É um pouco esse, Okay. o esquema, né, os fins e os... OK. Gustave parle aussi sur une autre approche théorique qui s'appelle acteur-réseau, il y a quelques types de proximité avec la construction originale de Gérard Vergniaud, surtout par le domaine, c'est-à-dire le domaine subjectif pour la construction de règles. Et parce que, si j'ai bien compris, il y a aussi une intention d'une personne pour la réalisation d'une tâche. Et quand on parle sur l'intention, il y a une construction très proche de l'idée de reconnaissance d'un but qui appartient au domaine de Shem chez Gérard Vergniaud. E aí, a partir desse... Ah, você vai continuar. Vas-y. E aí, a partir desse domínio subjetivo, eu acho que o fato de ser uma tentativa, uma iniciativa inovadora, nova, abre espaço para várias coisas. Então, por exemplo, dentro da minha pesquisa, eu vejo que acaba que, com as situações de aprendizagem propostas dentro do nosso laboratório, eles se articulam de forma diferente com o aprendizado. E aí dá para ver isso na mudança das regras internas deles um pouco também, assim, a gente poderia colocar nesses termos. Okay. Bon, il a dit que finalement, pour cet aspect subjectif, en utilisant les pratiques innovantes dont Michel a parlé tout à l'heure sur cette espèce de couplage entre les activités pratiques et théoriques, cette possibilité de donner plus d'autonomie au sujet pour la réalisation, la réflexion sur l'action. Gustavo vient dire qu'il pense que oui, il y a une construction d'une autonomie beaucoup plus importante et les règles d'action qui sont construites dans l'action sont beaucoup plus proches de quelque chose qu'on peut dire de l'autonomie
Et c'est quelque chose d'intéressant, je pense maintenant, d'essayer de vérifier, je ne sais pas, Michel, Gustave, mais de vérifier, bon, ce n'est pas un projet pour un master, cela, on aurait besoin de beaucoup plus de temps, de vérifier ces enseignants qui sont en formation maintenant, qui ont vécu une activité différente de formation, quelle sera la pratique enseignante de ces profs après, de vérifier quels sont les impacts sur l'utilisation des nouvelles méthodologies sur le terrain quand ils deviendront profs au secondaire, c'est-à-dire si on fait une formation beaucoup plus autonome, ces jeunes enseignants sur le terrain, ils seront capables de promouvoir beaucoup plus d'autonomie pour leurs élèves ou pas. Donc, c'est une recherche à long terme. Peut-être c'est quelque chose aussi d'intéressant de faire. Oui, peut-être dans 4-5 ans, on peut savoir un peu sur ça parce qu'ils sont maintenant en formation. Voilà. Mais pas seulement, je crois que sur le terrain de professionnel, mais sinon comme étudiante aussi. Parce que si on développe l'autonomie maintenant, c'est-à-dire qu'on casse ce qu'ils savent à partir du lycée. Voilà, parce que jusqu'au lycée, c'est plus facile parce que tous les professeurs donnent les choses. Et quand ils entrent ici, c'est complètement différent. Voilà, parce que je donne absolument rien. Voilà, je donne beaucoup de travail, mais je donne pas l'exposition, par exemple. Et donc, il faut toujours chercher des choses. Et donc, là l'idée, c'est qu'en essayant de faire ça, ils peuvent aussi changer l'autonomie par rapport au propre cours de physique. Voilà, c'est aussi notre intention. Et je me permets, je vais vous donner la parole, Ayman, mais c'est juste un petit commentaire. Et je vois un certain type de complémentarité entre les pratiques de Laurent, de Michel. Et par exemple, tous les ans, j'ai au moins un stagiaire qui fait quelques heures de stage chez Laurent. Et le retour qu'il donne, c'est vraiment « Ah, mais c'est magnifique, j'aimerais reproduire cela en classe, etc. » Ils sont vraiment très motivés. Ils donnent des retours assez intéressants. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont l'envie de faire différemment. Et cela est remarquable parce que quand je fais la correction de rapport de stage qu'on appelle le portfolio de stage, et c'est quelque chose qui est vraiment présent dans tous les rapports de ces stagiaires qui ont fait quelques heures de stage chez Laurent, c'est l'envie de faire différemment. Ils écrivent clairement, quand je serai prof, alors je vais faire autrement, même si dans un premier temps, je n'aurai pas de toutes les compétences, tous les outils nécessaires, mais je vais faire progressivement et j'ai envie vraiment. Et donc, c'est quelque chose qui, même si c'est une petite initiative, parce que mes stagiaires, ils font quoi, 15 heures de stage chez Laurent, 20 heures, 18 heures, c'est très peu par une formation beaucoup plus complète, bien sûr, mais cela développe déjà une envie de faire différemment. C'est pas très peu de choses, hein. C'est beaucoup de choses. C'est vraiment une chose qui nous permet d'affirmer, au moins de faire une hypothèse en tant que chercheur, que si un jeune enseignant ne fait pas beaucoup de choses différentes, c'est parce que dans sa formation, il n'a pas eu l'occasion de faire différemment. Mais si on donne une petite possibilité, si on dit, voilà, c'est possible, c'est faisable, bien sûr, il faut dégager beaucoup d'énergie pour faire ça. C'est pas facile. Mais la promesse n'est pas d'être facile, c'est d'être possible. Et si c'est possible, et si tu as vraiment envie, voilà, développe ta propre façon de faire. C'est pas une question de... Et c'est une chose intéressante parce que j'ai discuté avec mes étudiants de cette année-ci et ils ont dit une chose intéressante parce que
je n'ai pas envie de reproduire ce que Laurent a fait, parce que c'est sa propre façon de faire. Mais je peux m'inspirer de tout ce qu'il a fait pour construire ma propre façon de gérer la classe. Et cela est vraiment génial, parce que appartient au domaine de l'identité professionnelle. C'est mon identité en tant que prof. Donc, c'est un champ vraiment ouvert de recherche. Et Ayman, tu as levé la main, je te donne la parole. Juste, en fait, j'ai beaucoup de questions. Je suis curieux par rapport à ce qu'il fait Laurent. Et je vais essayer d'encadrer mes questions dans le cadre de ma recherche vers la partie didactique. J'ai une question sur, j'ai bien aimé l'expression qu'a utilisée Laurent, du fait que dire que les étudiants ou les élèves sont les premiers clients, c'est-à-dire ce sont le centre au centre de l'opération. Et donc, si en pensant aux élèves, est-ce que, je suppose que Laurent les prend pour une année, mais pour le reste, est-ce que ça ne crée pas une certaine discontinuité dans la formation? Deuxième chose, c'est peut-être si on pense à trouver un fil conducteur, c'est-à-dire généraliser ou intégrer la théorie, par exemple, du champ conceptuel, et donc dans ce que Laurent fait peut-être, de façon générale, dans une manière innovante pour enseigner, c'est-à-dire voilà la recette, et puis après on fait par un logiciel, on crée une plateforme, ou on le fait autrement. L'essentiel que dans l'opération, dans les différentes années, on laisse l'étudiant, l'élève choisir, aussi garder cet esprit innovant, c'est-à-dire il ne faut pas imposer ni à l'élève ni à l'enseignant la manière, laisser des degrés de liberté, poser des questions dans le cadre, on les appelle ici la théorie du champ conceptuel, mais ce sont des questions, des problématiques d'apprentissage. Et à ce moment-là, peut-être, cette discontinuité devient de plus en plus faible et peut-être dans l'avenir, c'est Laurent qui va gagner. C'est-à-dire on peut imposer cette nouvelle méthodologie à tous les enseignants. Peut-être aussi, j'ai une remarque que Laurent, il a aussi la capacité à programmer, à bien utiliser l'outil informatique, chose qu'on peut pas les trouver forcément chez les autres. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire quelque chose de nouveau, mais il y a cet aussi handicap qu'on doit en tenir compte. Et si on veut généraliser à tout au monde entier, là aussi la question des moyens. Il y a des pays où les élèves ne sont pas forcément équipés suffisamment d'outils informatiques pour assurer justement ce type d'enseignement. Désolé si j'étais un peu long. D'accord. Donc, je peux réagir. Voilà, donc première chose par rapport à la continuité, on remarque que nos élèves ont une grande capacité d'adaptation. Donc, ils s'adaptent à mon fonctionnement. Alors, ça prend quelques semaines pour qu'ils s'y adaptent, mais ils rentrent dedans. Et alors, quand ils retombent après l'année suivante sur un prof qui donne cours de manière traditionnelle, ils reprennent leurs habitudes qui, de toute façon, ils avaient déjà tout au long de l'année chez les autres profs cette année-ci. Hein. Donc déjà, ils continuent d'avoir ces cours-là chez tous les autres. Donc il n'y a pas de discontinuité. La discontinuité, elle est plus pour s'adapter à mon cours que pour revenir à un cours traditionnel après, de par en tout cas actuellement la toute grosse majorité des cours qui sont donnés de manière traditionnelle. Hein. Donc voilà. Alors par rapport à la question de l'informatique, ici, en tout cas, moi, ma démarche, c'est de créer un outil qui permet aux profs de ne
pas devoir programmer, hein. Donc, en fait, ce sont juste des formulaires à remplir avec, imaginons une question d'interro, c'est le titre de la question, c'est le texte de la question, c'est le nombre de lignes pour la réponse, le niveau de difficulté, c'est un formulaire, en fait. Il y a aucune programmation là derrière. Et alors, j'ai la possibilité sur mon logiciel de changer les valeurs d'une fois à l'autre. Donc là, c'est un système de tags que j'ai créé avec des des variables aléatoires. Et il y a un petit outil IA que j'ai rajouté pour aider le prof justement à construire ces tags. Mais c'est pas de la vraie programmation, quoi. Alors, on peut mettre des formules en format LaTeX si on le souhaite, si on connaît, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc, il y a différentes couches possibles suivant le degré de maîtrise de l'outil informatique pour le prof. Voilà. Et alors, j'ai un système de partage aussi qui fait qu'une fois qu'un prof a fait une fois le travail pour un objet d'apprentissage ou pour un cours, de manière générale, il peut le partager. Et donc ici, moi, mes cours de physique, je les partage. Et donc, tous les autres profs qui entrent sur la plateforme peuvent venir pomper mes cours. Donc, toute la partie théorique, tous les quiz, toutes les questions d'interro, les exercices ne sont pas encore dessus parce qu'ils ont été faits avec un collègue, mais l'année prochaine, je vais progressivement les intégrer aussi. Et donc voilà, donc il y a aussi tout cet aspect de partage qui n'est pas assez présent, je trouve, dans l'enseignement. On doit tous réinventer les roues tout le temps de notre côté. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait se partager et réutiliser. Et puis ensuite retravailler à sa sauce une fois qu'on a le temps. Mais dans un premier temps, déjà juste commencer avec ce qui existe déjà, c'est quelque chose qui se fait pas assez, je trouve. Voilà, mais donc c'est aussi dans cette optique-là que j'ai créé ça. C'est pas que pour moi, mais depuis un an ou deux, c'est vraiment de modifier le logiciel pour permettre beaucoup plus de partage et de réutilisation et de simplicité d'utilisation pour les profs, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Moi, je pense à l'interaction de Gabriel sur la question de la théorie du champ conceptuel dans ce qu'il fait Laurent. Pardon, je n'ai pas compris. Le volume du son est très bas. Ah, j'attends Pour moi, je suis sous. Je répète, j'attends l'interaction de Gabriel sur la question des théories du champ conceptuel et comment l'intégrer d'une façon claire dans ce que fait Laurent. Non. Si j'ai bien compris, tu dis quels sont les aspects de l'intégration de la théorie des champs conceptuels. À mon avis, bon, je pense qu'il y a deux types différents d'intégration. La première, c'est de soutenir le choix didactique en disant bah, je fais ça à cause de tel concept. Et c'est à nous, en tant que chercheurs, de donner ce genre de réponse. C'est d'interpréter une pratique didactique à la lumière en utilisant le regard de la théorie des champs conceptuels. Donc, cela nous oblige de poser des bonnes questions, de formuler des hypothèses. Et par exemple, une hypothèse que j'imagine, c'est exactement qu'il y a un changement qualitatif dans les schèmes, surtout dans la partie de construction et de la mise en place des règles d'action, mais aussi, bien sûr, dans les types de construction conceptuelle. Bon, cela, c'est une chose. Il y a l'autre chose qui, je pense que, comment je peux dire, dans un cadre beaucoup plus général, comment est-ce qu'on intègre les approches didactiques qui développent plus d'autonomie, comment est-ce qu'on intègre dans un cadre de la construction d'un champ conceptuel? Parce que j'essaie de dire ce que, je ne sais pas quand, mais je vous ai parlé sur trois niveaux différents de recherche en utilisant la théorie des champs conceptuels. Le premier, c'est l'identification des invariantes opératoires simplement. C'est-à-dire, on va vers le terrain, on construit des problèmes, comme disait Gérard Vergniaud, on provoque les élèves à donner un certain type de réponse et on analyse les réponses qui sont données
pour essayer d'identifier quels sont les concepts que chaque élève ou que chaque groupe d'élèves pense qu'ils sont vraiment pertinents pour l'action. Donc, c'est une chose, on identifie les invariantes opératoires. Et la deuxième chose, c'est l'identification des schèmes. Et quand on parle de l'identification des schèmes, c'est un niveau méso de recherche où on va au-delà de la simple identification de concepts qui sont tenus par pertinentes, mais aussi on identifie les règles d'action, etc. C'est exactement dans cette partie méso que j'ai parlé sur la recherche sur la didactique utilisée par Laurent. Mais il y a une chose en plus, mais c'est une recherche à très large échelle qui rajouterait les initiatives de Laurent, de Michel et pas mal d'autres autour du monde, c'est l'identification d'un champ conceptuel. Et pour cela, on doit organiser des problèmes, on doit faire une typologie des problèmes, on doit catégoriser les problèmes par rapport au niveau de difficulté, par rapport à la demande cognitive qu'on fait. Et cela nous permettrait, a priori, de faire une différenciation assez forte entre quels sont les types de problèmes où les êtres humains sont indispensables, quels sont les types de problèmes où les intelligences artificielles peuvent nous aider, quel est le type de support qu'elles peuvent nous donner dans l'apprentissage, etc. Donc, si j'imagine deux types différents de réponses, la première, c'est l'identification des schèmes et quelles sont les variations, quelles sont les spécificités de développement des schèmes par l'utilisation de méthodologies innovantes en comparaison à le développement des schèmes qui sont faits, bien sûr, dans des méthodologies didactiques plus traditionnelles. C'est de faire un contraste en disant, si on fait une chose plus innovante, si on développe l'autonomie, alors les résultats peuvent être tel. Et si on a beaucoup plus de temps pour faire une recherche à large échelle, en faisant des grandes comparaisons, etc., on serait capable d'identifier ces champs conceptuels qui rajouteraient des initiatives plus innovantes, plus traditionnelles. C'est comme si on fait une cartographie de plusieurs types d'approches différentes didactiques et on fait une description de tout ce que chaque approche est capable de faire et on donne une espèce de menu aux enseignants en disant, si tu as besoin de faire une formation dans tel niveau, alors tu peux utiliser telle approche. Mais cela, c'est vraiment, nous obligerait d'utiliser une quantité de temps vraiment énorme. Mais on commence vraiment pour l'identification des invariantes de schèmes. Donc, c'est ce que je vois maintenant comme des possibilités. De façon pratique, on avait combiné d'utiliser 1h30. On est déjà à 18h33. Je ne sais pas si vous avez plus de questions. Une chose que j'aimerais vous proposer, c'est de fixer notre prochain rendez-vous. La dernière semaine de mai, c'est le 26. Oui, le 26, c'est le mardi, à 17h aussi. Et normalement, ce que je fais pour les personnes qui commencent aujourd'hui, normalement, ce que je fais, c'est je prends la vidéo, l'enregistrement, je fais un téléchargement sur les sites sur YouTube. Et donc, je vais envoyer un courriel à tout le monde avec le lien pour accéder à la vidéo. Et donc, je marque déjà notre prochaine réunion. Et je vais vous proposer un nouveau texte sur la théorie des champs conceptuels comme support pour la discussion. Mais si vous avez encore des questions à poser, si vous avez
soit dans la méthodologie, soit pour quelque chose de plus spécifique de concept, n'hésitez pas. Mais je vais choisir un texte qui a été écrit par Nadia Assiol-Régnier. Elle fait partie de notre dernière réunion. Il y a un composant beaucoup plus pratique. C'est une recherche qu'elle a faite sur le terrain. Et donc, je pense qu'elle peut aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique en recherche. OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous remercie beaucoup. OK? Je vous remercie beaucoup à tout le monde pour la participation. Et donc, on se rencontrera le 26 mai pour notre prochaine réunion. OK? OK. Voilà. Un grand merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.